big drop in the markets today. I want to bring in our senior business correspondent, Christine Roman. So, Christine, what was that big sell-off all about? You know, Tom, Wall Street reeling from that threat of a new trade war with Europe if President Trump just doesn't get his way, doesn't get what he wants with Greenland. More tariffs on European goods could raise costs for American companies and consumers. And now European leaders, they are readying retaliation. That could hurt American exporters. All of this leading today to what is being called the Sell America trade. Investors dumping U.S. stocks, bonds, and the dollar. Certains documents n'attirent pas l'attention par leur contenu explicite, mais par le chemin institutionnel qu'ils parcourent avant d'être rendus publics. Le 18 janvier, les membres de la sous-commission du commerce international de la Chambre des représentants ont eu accès, par des voies non prévues dans la procédure normale, à une copie certifiée conforme d'un mémorandum confidentiel rédigé par le département d'État quelques semaines auparavant. Ce document, initialement destiné à circuler uniquement entre les conseillers principaux et les directeurs adjoints chargés des négociations, mettait en garde contre les réponses réactives coordonnées qui pourraient être adoptées par les partenaires stratégiques des États-Unis face à l'imposition unilatérale de nouveaux droits de douane sur les intrants industriels d'origine asiatique et européenne. L'existence du texte en soi n'aurait rien d'inhabituel en période de redéfinition tarifaire, mais la manière dont il a été structuré, son langage direct et le fait qu'il ait été délibérément exclu des analyses partagées avec les comités responsables au Congrès ont fait de sa divulgation un tournant. La réaction initiale au sein du comité ne s'est pas concentrée uniquement sur le contenu technique, mais aussi sur la manière dont l'information a été traitée au sein de la chaîne de commandement. L'absence de protocole formel dans l'envoi du mémorandum aux organes de contrôle législatif a été interprétée comme le symptôme d'un processus décisionnel éloigné des normes habituelles de transparence interinstitutionnelle. En particulier, la décision d'omettre le document des sessions conjointes avec le bureau du représentant commercial a été soulignée par des parlementaires de différents partis comme la preuve d'un contournement délibéré, indiquant que les responsables de son élaboration considéraient qu'il était possible d'appliquer des mesures ayant un impact direct sur les traités multilatéraux, sans passer par les canaux traditionnels de validation. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Quelques heures après la révélation, les ambassades des pays mentionnés dans le texte, parmi lesquels le Japon, l'Allemagne et la Corée du Sud, ont demandé des réunions d'urgence avec des représentants du département d'État afin d'obtenir des éclaircissements sur la cohérence des nouvelles directives avec les engagements pris lors des 2 derniers cycles du G7 et de l'accord transpacifique. La combinaison du silence institutionnel préalable et du langage assertif utilisé dans le mémorandum a été interprétée comme le signe d'un nouveau mode de fonctionnement, plus centralisé, moins prévisible, et de plus en plus dissocié des processus de consultation formels qui, pendant des décennies, ont structuré l'action diplomatique et commerciale des États-Unis. Le mémorandum n'annonçait pas une politique, mais révélait un mode de fonctionnement. Au lieu de fonder les décisions sur une analyse collégiale entre agences, il semblait consolider une logique dans laquelle les mesures sont formulées par des groupes restreints et ne sont communiquées aux autres organes que lorsque leur mise en œuvre est déjà en cours. Ce déplacement de l'axe décisionnel, bien que subtil, a alerté les conseillers juridiques de la Commission des Relations étrangères elle-même, qui ont commencé à revoir les paramètres juridiques régissant l'autorité tarifaire de l'exécutif à la lumière de la loi sur les pouvoirs commerciaux d'urgence. Parallèlement, des spécialistes de la politique étrangère américaine ont exhumé des précédents peu connus des années 1980,
lorsque des documents similaires avaient servi de base à des réactions institutionnelles qui s'étaient traduites par des questions formelles adressées à l'exécutif par le Sénat. Le caractère anormal de la situation s'est également manifesté dans la manière dont le mémorandum a été discuté, contrairement à d'autres documents internes qui finissent par fuiter par des voies informelles. Celui-ci a été présenté déjà authentifié, avec des métadonnées complètes, indiquant que sa divulgation provenait de l'intérieur même du système, et non d'agents externes. Cela a renforcé l'impression qu'il existe, au sein de l'appareil public, des secteurs mal à l'aise avec les orientations adoptées et prêts à ouvrir des brèches dans la visibilité institutionnelle. On ne sait pas encore si la remise du document à la sous-commission est le fait d'un lanceur d'alerte bénéficiant d'un soutien juridique ou d'une action coordonnée visant à susciter une réponse législative. Mais le simple fait que cette question reste en suspens est révélateur du degré de friction entre les agences gouvernementales. À ce stade, il est important de noter que le contenu technique du mémorandum, les tarifs, les pays concernés, les produits répertoriés, est peut-être moins important que le modèle qu'il expose. Nous sommes confrontés à un cas où les canaux de validation réciproque entre les pouvoirs ont été contournés au nom d'une prétendue urgence stratégique qui, jusqu'à présent, n'a fait l'objet d'aucun débat transparent dans aucune instance ouverte. La conséquence immédiate est la multiplication des incertitudes. Les représentants des secteurs productifs touchés par les tarifs ont commencé à publier des communiqués publics demandant un minimum de prévisibilité pour ajuster leur flux d'importation. Les groupes de défense internationaux ont recommencé à discuter de la faisabilité d'une contestation juridique des mesures commerciales qui n'ont pas été soumises au Congrès. Et les parlementaires qui avaient soutenu les récents projets d'assouplissement tarifaire exigent désormais une réévaluation formelle des instruments juridiques accordés à l'exécutif. C'est dans ce contexte que le mémorandum s'impose comme un épisode atypique, non seulement par son contenu, mais aussi par la manière dont il s'inscrit dans un changement plus large de la culture institutionnelle. À mesure que des décisions ayant un potentiel géopolitique sont formulées sans le soutien explicite des canaux habituels de délibération, le risque que des alliances historiques s'affaiblissent augmente, non pas en raison de divergences d'intérêts, mais en raison du bruit qui entoure la manière dont les décisions sont prises et communiquées. Il ne s'agit pas seulement de réviser une politique commerciale, mais de comprendre comment l'architecture décisionnelle est modifiée de l'intérieur, sans que cela soit explicitement déclaré comme un changement de doctrine. Dans un environnement international de plus en plus sensible aux gestes unilatéraux, la manière dont des documents comme celui-ci circulent au sein du système est aussi importante que les décisions qu'il annonce. Et comprendre ce fonctionnement, même lorsqu'il se fait entre les lignes, est essentiel pour suivre ce qui est en jeu. C'est pourquoi cette chaîne continuera d'analyser les mouvements institutionnels qui échappent souvent aux gros titres, mais qui indiquent de profondes transformations dans les rouages du pouvoir et dans la manière dont ils communiquent avec le système. Après tout, ce qui se décide dans les coulisses n'y reste pas toujours longtemps. Et lorsqu'il émerge, cela révèle non seulement le contenu de la décision, mais aussi la structure qui l'a rendue possible. À partir de la divulgation du mémorandum, un réseau plus large d'acteurs institutionnels a commencé à se mobiliser. La première réponse s'est consolidée au sein même du pouvoir législatif, où les dirigeants de la Commission des moyens et des ressources ont demandé, par courrier officiel, l'accès intégral à l'ensemble des communications qui ont précédé l'élaboration du document. Les parlementaires qui ont toujours défendu l'autonomie tarifaire de l'exécutif exigent désormais des éclaircissements sur le degré d'implication du département du commerce et du bureau du représentant commercial. Dans la formulation des directives internes décrites dans le mémorandum, la convergence entre les secteurs de la Chambre et du Sénat sur cette question indique que la controverse ne se limite pas à des divergences partisanes, mais à la perception commune
qu'il y a eu un changement important dans l'équilibre entre transparence et autonomie opérationnelle. C'est dans ce contexte que le rôle des organismes de contrôle interagences est réévalué. Le Conseil national de sécurité économique, instance créée précisément pour harmoniser les décisions susceptibles d'avoir des répercussions internationales, n'a pas été informé ni consulté sur la circulation du document. Cette absence de consultation préalable a conduit les analystes du Congressional Research Service à rouvrir des études comparatives sur des moments antérieurs où des politiques commerciales ont été mises en œuvre sans tenir compte des avis techniques multilatéraux. À au moins 2 reprises au cours des 3 dernières décennies, des initiatives similaires ont donné lieu à des révisions législatives ultérieures, visant à restreindre la portée de l'action exécutive en matière tarifaire. La dimension institutionnelle de la controverse s'étend encore davantage si l'on tient compte des engagements multilatéraux en vigueur, les termes de l'accord transpacifique, ainsi que les clauses spécifiques de réciprocité du traité commercial avec l'Union européenne, stipulent que les modifications tarifaires sur certains secteurs doivent être communiquées à l'avance et justifiées sur la base de rapports techniques accessibles aux parties signataires. L'absence de toute mention publique de ces exigences dans les dernières annonces de l'exécutif a exposé les États-Unis à des critiques formelles au sein de l'Organisation mondiale du commerce, qui a déjà reçu des demandes d'éclaircissement de la part de 3 pays concernés. Cela élargit la portée de la question. Il ne s'agit plus seulement d'un problème de procédure interne, mais d'éventuelles violations contractuelles ayant un impact sur la réputation internationale du pays. À partir de là, les implications stratégiques commencent à devenir plus visibles. Des rapports produits par des groupes d'analyse économique du Sénat prévoient que l'adoption unilatérale de mesures tarifaires, sans coordination avec les blocs alliés, tend à accélérer les initiatives de régionalisation commerciale sous des formes qui excluent les États-Unis des nouveaux flux. Un exemple de plus en plus souvent cité est la consolidation d'accords bilatéraux entre les pays d'Asie et l'Union européenne, qui ont commencé à explorer des mécanismes alternatifs de certification et de distribution, précisément pour réduire leur vulnérabilité face aux politiques commerciales instables des grandes économies. Dans ce contexte, le risque ne réside pas seulement dans d'éventuelles représailles tarifaires, mais aussi dans la création de structures parallèles qui marginalisent les États-Unis des espaces de coordination économique. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le mémorandum a acquis si rapidement une importance institutionnelle. Non seulement il anticipe des décisions qui n'ont pas encore été prises publiquement, mais il révèle une logique d'action qui peut compromettre les instruments traditionnels d'influence économique. En contournant les instances de médiation, l'exécutif signale qu'il est prêt à redessiner unilatéralement la carte des dépendances commerciales, même si cela implique des coûts en termes de réputation et la déstabilisation d'alliances stratégiques. Le fait que cette décision soit accompagnée par des agences traditionnellement consultées ajoute une couche d'opacité qui rend difficile toute tentative de médiation de la part d'acteurs externes. Au niveau national, ce changement se répercute sur les secteurs d'activité historiquement intégrés à la planification stratégique nationale. Les conseils commerciaux, interétatiques et les associations industrielles ont commencé à publier des communiqués en série, alertant sur les risques de rupture des contrats avec les fournisseurs et les clients internationaux, en raison de mesures qui, bien qu'elles ne soient pas encore officialisées, modifient déjà le comportement du marché. Cela génère un effet domino. Les contrats sont renégociés avec des clauses de sauvegarde. Les investissements sont reportés et les projections fiscales des États commencent à intégrer le facteur d'incertitude comme variable structurante. Le point central de la critique n'est pas seulement le contenu des tarifs, mais l'absence de prévisibilité quant aux critères de leur définition. Il ne s'agit donc pas d'un épisode isolé, mais de la matérialisation d'un modèle plus large de reconfiguration institutionnelle.
L'absence de consultation n'est pas le fruit d'une négligence opérationnelle, mais semble découler d'un choix délibéré de concentrer la formulation des orientations stratégiques dans des noyaux exécutifs restreints, réduisant ainsi le rayon d'influence des conseils techniques et des instances délibératives traditionnelles. Cette architecture décisionnelle, en évitant les confrontations formelles en temps réel, crée des zones qui retardent l'émergence d'une opposition institutionnelle coordonnée, mais dont l'efficacité est limitée lorsque le processus est révélé par d'autres voies, comme dans le cas présent. Il en résulte un paysage institutionnel marqué par une dissonance entre ce qui est pratiqué et ce qui est encore supposé être en vigueur. Et cette dissonance a des effets. Alors que les agences internationales demandent des éclaircissements et que les partenaires commerciaux révisent leurs stratégies, l'environnement interne reste tendu par des incertitudes qui affaiblissent la position du pays à la table des négociations et alimentent les disputes sur les fondements juridiques même de l'autorité tarifaire présidentielle. La question de savoir qui peut décider quoi et sur la base de quels paramètres devient alors aussi importante que la politique décidée en soi. C'est à ce moment-là que l'intervention d'observateurs attentifs devient indispensable, dans des environnements institutionnels soumis à des changements discrets. C'est la compréhension du contexte qui permet de reconnaître les schémas avant qu'ils ne se cristallisent. C'est pourquoi nous continuons ici à surveiller la manière dont les décisions sont prises, non seulement en fonction de leurs conséquences, mais aussi des mécanismes qui les rendent possibles. Nous renforçons ainsi notre engagement à offrir une lecture analytique des mouvements institutionnels en temps réel, sans raccourci ni simplification. À partir du moment où le mémorandum a commencé à être commenté en dehors du cercle restreint de la formulation administrative, différentes interprétations ont commencé à se consolider parmi les juristes constitutionnels, les anciens membres des agences de régulation et les observateurs internationaux attentifs à la prévisibilité institutionnelle des États-Unis. À ce jour, il n'y a pas de convergence sur le statut juridique du document, ni sur la portée réelle de ces directives. Une partie des experts soutient que, sans signature présidentielle et sans formalisation ultérieure par le biais d'un décret, le mémorandum doit être considéré uniquement comme une orientation interne, sans effet contraignant sur les agents externes. Toutefois, cette interprétation n'élimine pas le point le plus sensible de l'épisode. Elle ne fait que mettre en évidence une lacune plus importante. Comment un texte susceptible de modifier des directives opérationnelles ayant un impact externe a-t-il été rédigé, validé et distribué sans que les mécanismes de contrôle horizontal, les registres interagences ou la supervision législative n'aient donné aucun signe préalable de son existence. À ce stade, le débat ne se limite pas au contenu du mémorandum. Il porte sur l'architecture même de l'autorité qui peut être invoquée pour justifier des changements tarifaires de grande envergure. Un courant juridique soutient que cette affaire met en évidence l'élasticité de l'autorité déléguée au pouvoir exécutif en matière de politique commerciale, en particulier lorsque des justifications classées comme exception de sécurité nationale sont invoquées. Ce cadre s'appuie sur des dispositions spécifiques, telles que la section 232 de la loi sur l'expansion commerciale, dont l'application a été historiquement plus restrictive et sporadique. Au cours des derniers cycles présidentiels, cependant, la compréhension pratique de cet instrument s'est élargie, permettant aux critères de sécurité nationale de devenir un fondement fréquent pour les interventions tarifaires. Les détracteurs de cette évolution font remarquer que la répétition de justifications générales réduit la capacité d'application du principe de proportionnalité et rend difficile le contrôle du Congrès, car le pouvoir législatif agit alors dans un cadre interprétatif qui favorise les décisions rapides, peu transparentes et difficiles à contester sur le plan juridique.
Pour ce groupe, l'existence de dispositions ambiguës dans la législation commerciale n'est pas un simple détail technique, mais un risque institutionnel permanent, qui exige un rééquilibrage formel entre l'exécutif et le législatif. Il existe cependant une autre interprétation qui déplace l'attention du texte juridique vers le calcul stratégique de l'exécutif. Dans cette approche, le mémorandum serait un signe du repositionnement du gouvernement américain face à la multiplication des accords régionaux qui ont été conclus en marge de la centralité traditionnelle des États-Unis dans le commerce international. Selon cette analyse, certains secteurs du gouvernement sont de plus en plus convaincus que l'influence américaine sur les chaînes de production mondiales dépendrait moins de la négociation multilatérale que d'instruments unilatéraux d'incitation, même si cela entraîne des coûts diplomatiques et des frictions avec des partenaires historiques. Dans ce cas, la logique ne serait pas celle d'une rupture déclarée, mais celle d'une adaptation pragmatique au contexte multipolaire, dans lequel la prévisibilité institutionnelle perd de son importance face à l'expérimentation tactique et à la rapidité de réponse. Cette hypothèse soulève toutefois de nouvelles questions. Les décisions prises en dehors des instances traditionnelles peuvent générer une efficacité à court terme, mais elles accumulent des vulnérabilités juridiques, amplifient les tensions interinstitutionnelles et augmentent le coût réputationnel du pays. Ainsi, la controverse s'est structurée autour de deux axes qui n'ont pas encore été résolus. Le premier concerne la légalité de la procédure. Qui a autorisé la rédaction? Quelles instances ont participé au processus? Quels organes ont révisé la cohérence juridique du texte? Quelle base normative a été invoquée? Et pourquoi il n'existe pas de registre proportionnel à la portée du document? Le deuxième axe concerne la légitimité stratégique de la méthode. Le choix de directives discrètes, peu visibles par le public et sans annonce formelle, représente-t-il une réponse nécessaire à la transformation géopolitique? Ou constitue-t-il un modèle qui affaiblit les mécanismes classiques de responsabilité et de transparence? Alors que ces questions restent sans réponse, le Congrès a lancé des audiences exploratoires afin de déterminer les niveaux d'implication institutionnelle et de délimiter les responsabilités, tandis que des groupes juridiques indépendants et des centres universitaires s'organisent pour produire des avis techniques sur l'affaire et cartographier les voies de contestation possibles. La complexité est amplifiée par la structure fédérale des États-Unis, qui répartit les impacts de manière inégale. Les mesures fédérales en matière de politique tarifaire affectent les secteurs productifs de manière hétérogène, en fonction de l'exposition régionale aux importations, du profil des chaînes logistiques et du type d'industrie prédominant dans chaque État. Cet effet asymétrique intensifie les tensions entre les représentants des États, qui sont confrontés à des pressions économiques différentes et exigent de la prévisibilité pour la planification des contrats, la production et l'approvisionnement. Dans certains États, des changements de ce type peuvent être absorbés sous forme d'ajustements. Dans d'autres, ils peuvent entraîner des perturbations logistiques, une augmentation significative des coûts et des conflits directs entre les intérêts des États et les directives fédérales. Au niveau international, le mémorandum est désormais considéré comme un indicateur de cohérence institutionnelle. Dans leur discours diplomatique, les États-Unis affirment leur engagement en faveur d'un système international fondé sur des règles, la stabilité juridique et la prévisibilité réglementaire. Sur le plan interne, cependant, des épisodes comme celui-ci alimentent la perception d'une dissonance entre ce qui est défendu à l'extérieur et ce qui est pratiqué sur le plan administratif. Cette différence affaiblit le leadership du pays dans les forums multilatéraux et permet à d'autres acteurs de revendiquer une place centrale dans la gouvernance commerciale. Certains analystes estiment que, si cet épisode n'est pas traité avec clarté institutionnelle, il pourrait accélérer un processus déjà perceptible, la fragmentation réglementaire,
avec des blocs régionaux consolidant leurs propres régimes commerciaux, tarifs douaniers et normes de conformité, de moins en moins dépendants de l'influence américaine. À ce jour, rien n'indique que l'exécutif reviendra sur les directives présentées dans le mémorandum. Aucun mécanisme de révision interne, de suspension temporaire ou d'audit administratif n'a non plus été annoncé. Le silence institutionnel persiste, malgré la pression publique croissante pour obtenir des éclaircissements. Cette attitude a suscité le malaise chez d'anciens diplomates et d'anciens membres du service extérieur, qui mettent en garde contre le risque d'une érosion progressive de la crédibilité internationale en l'absence d'un repositionnement transparent. Dans le même temps, des membres du gouvernement soutiennent, à titre confidentiel, que ce nouveau modèle répond à un environnement géopolitique en mutation rapide, dans lequel la rapidité de la réponse est considérée comme un atout stratégique aussi important que la forme de l'annonce et le rituel bureaucratique. Au fond, cette affaire met en évidence une tension structurelle, rapidité décisionnelle contre contrôle institutionnel. Les centres exécutifs apprécient la capacité d'agir rapidement face à des changements externes imprévisibles. Mais l'absence de mécanismes vérifiables de supervision et de suivi peut compromettre la légitimité des décisions et nuire à la prévisibilité. Le mémorandum apparaît donc moins comme une anomalie isolée que comme un signe de transition. La politique commerciale américaine semble être reconfigurée en temps réel, par des ajustements opérationnels discrets, capables de redéfinir les limites pratiques de l'autorité sans dépendre d'annonces officielles ou de processus délibératifs étendus. L'épisode reste ouvert. Les audiences législatives n'ont pas encore abouti à des conclusions. Les demandes formelles d'éclaircissement formulées par les pays alliés attendent une réponse. Et le Congrès reste divisé sur la voie à suivre. Il n'est pas clair si une tentative sera faite pour rétablir les protocoles traditionnels de consultation et d'enregistrement, ou si l'affaire consolidera un nouveau modèle informel d'action, fondé davantage sur la commodité tactique que sur une structure normative. Ce n'est pas seulement une directive tarifaire qui est en jeu, mais le modèle même selon lequel les décisions stratégiques sont prises, légitimées et communiquées au cœur du pouvoir américain. Nous continuerons à suivre ces mouvements en prêtant attention aux signaux administratifs et institutionnels qui précèdent les changements structurels. En période de transition, comprendre ce qui n'est pas expliqué et ce qui n'est pas enregistré peut être aussi déterminant que d'analyser ce qui est formellement déclaré.